bonjour. Bienvenue à ce débat politique en vue des élections du 28 avril prochain. Ça fait plaisir au journal Loi Blanche de regrouper les candidats qui ont accepté notre invitation afin de débattre des enjeux régionaux au cours de la présente campagne. À ce moment, la population canadienne se choisira un nouveau gouvernement. Je dis canadienne, mais pourtant, jamais notre pays n'aura autant été sous l'influence américaine. La présente campagne électorale présente cette différence que, depuis le déclenchement des élections, la personnalité qui capte l'attention au Canada se veut le président des États-Unis, Donald Trump. Taxera pas, 10 25 ou double taxation. Ce climat d'insécurité crée une instabilité certaine parmi nos manufacturiers, nos industriels, aussi parmi l'ensemble de nos producteurs forestiers, agricoles ou encore en agroalimentaire, soit l'essence même de notre économie. Ces derniers se demandent, avec raison, s'ils seront protégés lorsque le dossier de la gestion de l'offre se retrouvera sur la table lors de la prochaine négociation de l'accord Canada-États-Unis-Mexique, appelé ASEUM, à l'automne 2026 ou peut-être avant. Mais voilà bien des inquiétudes sur les enjeux, des menaces aussi. Mais d'abord, concentrons-nous sur notre territoire, sur cette élection qui se tiendra chez nous. La grande question, pour qui les gens vont-ils voter? Alors, à tour de rôle, j'inviterai maintenant les 4 candidats aujourd'hui avec nous à se présenter. Chacun bénéficiera de 90 secondes. L'ordre de présentation a été défini en considérant le pourcentage de votes recueillis lors de la dernière élection en 2021. Par la suite, le premier droit de parole sera accordé à tour de rôle. Alors, j'invite donc l'actuel député, M. Bernard Généreux, à faire sa présentation. Merci, M. Maltais. Bonjour à tous. Bonjour, candidates et candidats. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui pour me présenter, faire partie de ce débat parce que je considère important que la démocratie puisse s'exercer dans une élection et c'est pour cette raison que j'ai toujours accepté les débats, quels qu'ils soient. D'ailleurs, nous en aurons 4, je crois, si je ne m'abuse, dans cette campagne électorale. Et avec des candidats de calibre, de choix très intéressants, très importants, parce qu'il est important de débattre d'idées. Alors, je suis Bernard Généreux, député fédéral de Montmagny, Lillec, Kamouraska, Rivière-du-Loup, anciennement, puisque la nouvelle circonscription s'appelle maintenant Côte-du-Sud, Rivière-du-Loup, Katascomique, Témiscouata. Je suis un homme d'affaires depuis 35 ans. J'ai 2 enfants, je suis marié depuis 36 ans et j'ai 4 petits-enfants que j'adore et dont je prends soin régulièrement. C'est ma plus belle job, je dis, à la vie, à la mort, mes petits-enfants. Et donc, je suis une personne intègre, présente, honnête, disponible et j'aime absolument faire le travail que je fais, autant que je faisais en étant entrepreneur que politicien aujourd'hui. J'ai déjà été maire de Ville de la Pocatière également. Et je pense qu'il est fondamental qu'on puisse avoir un pays avec une nouvelle approche politique. Et je représente cette nouvelle approche politique. Merci, M. Généreux. Maintenant, Mme Diane Sénécal du Bloc québécois. Bonjour, Diane Sénécal, candidate du Bloc québécois. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui avec mes collègues pour venir présenter une option différente de celle à laquelle on est habitué ici dans la circonscription. Moi, j'habite dans la circonscription depuis maintenant 32 ans. J'ai fait ma carrière majoritairement en éducation et cette carrière-là m'a amenée à développer des compétences en immigration lorsque j'ai commencé à accueillir des étudiants internationaux que j'allais chercher pour la plupart et dont je m'occupais sur place et pour lesquels je faisais le pont avec les parents, les agences, la résidence scolaire, les enseignants. Ça m'a fait développer des compétences en immigration et éventuellement, la MRC de Lilley m'a recrutée pour que je sois responsable coordonnatrice de l'accueil et de l'inclusion des nouveaux arrivants. Par la suite, j'ai continué à développer mes compétences en immigration et aujourd'hui, j'occupe le poste de directrice du service de développement local et régional à la MRC de Lilley. Donc aujourd'hui, je suis là pour présenter la plateforme du Bloc québécois. Je suis là pour rappeler à mes concitoyens que je crois fermement que la meilleure façon de tenir compte des intérêts du Québec et des intérêts de la circonscription, c'est d'élire une députation forte du Bloc québécois. Merci.
Merci, Mme Massé. J'ai vu, excusez, Mme Sénécal. J'inviterai maintenant M. Rémi Massé, du Parti libéral du Canada. Alors, bonjour, collègues. Plaisir d'être ici à Montmagny aujourd'hui. Donc, je m'appelle Rémi Massé. Je suis le candidat du Parti libéral du Canada dans la circonscription. Jusqu'à le déclenchement de la campagne, j'étais directeur général du premier centre d'innovation désigné au Québec, un centre d'innovation qui est voué à appuyer les entreprises manufacturières dans leur transformation numérique, donc par la robotisation, l'automatisation. J'étais dans le secteur privé avant de prendre ce rôle-là et j'ai eu la chance d'être député dans la circonscription de Matane, Amqui, Avignon de 2015 à 2019. Donc, bien heureux d'avoir pu avoir ces fonctions-là. J'ai été cadre de la fonction publique fédérale, donc j'ai évolué dans la fonction publique fédérale pendant une quinzaine d'années. Et donc, mon engagement a toujours été pour le développement économique régional. Donc, j'ai pu réaliser de nombreux projets dans les différents rôles que j'ai eus. Donc, pour moi, le développement économique est une composante importante là, de ma vocation. Quand je suis arrivé à Rivière-du-Loup en 2021, je dois dire entre parenthèses que je suis originaire de Rivière-du-Loup, j'y habite toujours. Et donc, j'ai pu développer ce projet-là de centre d'innovation, un projet de 30 millions de dollars là, qui a eu des retombées importantes là, pour l'ensemble de la région. Et lorsque j'étais député, même chose, j'ai pu investir plus de 160 millions là, dans différents projets. Donc, mon engagement a toujours été dans le développement économique de la région. Donc, bien hâte de pouvoir débattre avec mes collègues au cours des prochaines minutes. Merci, M. Massé. Maintenant, Mme Alexis Plourde, du Parti vert du Canada. Bonjour, donc moi c'est Alexis Plourde. Je suis originaire de Saint-Roch-des-Aunais, en fait. J'ai grandi là, puis j'ai fait une partie de mes études là. Excusez. Moi, dans le fond, pourquoi je me présente, c'est parce que j'aimerais ça faire une différence dans le monde, dans le pays, un peu partout, en fait, où est-ce que je peux faire la différence. Puis j'aimerais ça aussi briser un plafond de verre pour toutes les personnes que je peux représenter par les conditions que je possède. Dans le fond, tu sais, moi, je suis une personne neurodivergente, j'ai une maladie, oui, j'ai une maladie mentale, mais j'ai une problématique de santé mentale. Je suis haut potentiel intellectuel, je suis polyamoureuse. C'est comme la diversité sexuelle, dans le fond, là, que je représente dans tout ça. Puis, je suis aussi handicapée. Donc, je représente quand même beaucoup de personnes, pas de groupes minoritaires. Puis, je pense que je peux inspirer beaucoup de personnes. Puis, c'est ça. Sinon, quant à moi, mon aspect plus professionnel, j'ai beaucoup travaillé dans la fonction publique québécoise. Autant au ministère des Finances que Santé et Services sociaux, Environnement. Puis, dans le fond, moi, je me présente aussi parce que j'aimerais ça ramener sur la table l'enjeu de l'environnement. Parce que avec ce qui se passe plus au sud, avec les logements abordables et tout, on oublie un peu l'environnement. Moi, je suis là pour le ramener. Ah, merci. Donc, on a une belle variété de candidats avec des expériences différentes. Sans doute que la circonscription va pouvoir bénéficier de toutes ces compétences. Petite précision, au moment de préparer la production de l'événement, aucune communication n'avait été établie avec les candidats Iseux Lheureux-Hubert pour le nouveau Parti démocratique, Jean-François Morin pour le Parti populaire du Canada et Thibault Moni pour le Parti Rhinocéros. Maintenant, question de se réchauffer, j'aimerais recevoir vos commentaires au sujet d'un nouvel élément majeur de cette élection en région, le redécoupage de notre carte électorale. La circonscription de Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup est devenue Côte-du-Sud, Rivière-du-Loup, Catastomique, Témiscouata. Le territoire couvre 11 217 km², comprend un total de 78 municipalités, dont 95 000 électeurs. À titre comparatif, la circonscription de l'ex-premier ministre Justin Trudeau, Papineau, couvre un territoire de 9,91 km², où se retrouvent 110 750 personnes. C'est des données datant de 2016. Que pensez-vous de votre territoire? Comment établir des liens étroits et un climat de confiance
auprès des partenaires dans cette réalité avec laquelle vous devez composer? Merci. Pardon. Le territoire est immense. C'est effectivement presque injuste là, quand on se compare avec d'autres circonscriptions qui sont plus petites. Par contre, la diversité est plus grande, peut-être. Évidemment que ce n'est pas simple de connecter avec tout le monde. On est obligé de se séparer, on est obligé de se consacrer à une région et conséquemment d'en négliger une autre, ensuite de retourner à l'autre pour négliger la première. On est toujours comme ça balancé. Par contre, je pense qu'il est possible tout de même de faire le tour et de connecter avec tout le monde. Pour ma part, je suis allée quand même à plusieurs reprises dans le Témiscouata, qui est la nouveauté, dans le fond, de notre circonscription. C'est l'ajout qui a été fait à notre circonscription. Je suis allée connecter avec les gens. C'est possible d'aller d'aller au-devant des gens et de connecter avec eux. Il suffit de juste de bien programmer son itinéraire et de s'assurer qu'aucune municipalité n'est négligée. Mais c'est possible. Merci. Monsieur Massé. Oui, bien, écoutez, c'est une belle opportunité là, de pouvoir justement avoir un territoire, une circonscription comme celle-là. Donc, pour moi, c'est une belle opportunité. J'ai eu la chance de parcourir l'ensemble de la circonscription au cours depuis, en fait, avant même le début de la campagne électorale. Donc, à titre comparatif, quand j'étais député, la circonscription mesurait 15 000 km², là, elle en fait 11 000 km². Puis je vous dirais que notre circonscription facilite justement la possibilité de pouvoir rencontrer les gens, les entreprises, les organismes communautaires. On a la chance d'avoir accès à la 20, on a la chance d'avoir accès à l'autoroute 85. Donc, c'est facile de pouvoir se déplacer sur le territoire. Évidemment, il y a des défis. Il y a des défis qui sont importants. Je veux dire, on le constate lorsqu'on se déplace sur le territoire, l'accès au cellulaire. On pense aujourd'hui que le réseau Internet, le réseau de téléphonie cellulaire, que c'est chose du passé, que c'est réglé. Ce n'est pas le cas. Il reste encore beaucoup de défis. Il y a des défis partout dans la circonscription. Donc, pour moi, c'est une belle opportunité, justement, de pouvoir rencontrer les entreprises, les travailleurs, les organismes, pour pouvoir les appuyer, parce qu'on a besoin d'un coup de main dans la région. On fait face à de nombreux défis. Et vous l'avez dit, la crise générée par le gouvernement américain présidé par M. Trump nous rend la chose plus difficile. Donc, c'est important d'avoir une voix forte chez nous pour pouvoir représenter la circonscription. Merci. Madame Plot. Bien, c'est vrai que 11 000 km, c'est une grosse surface à couvrir. Moi, je m'en suis rendu compte quand j'ai été chercher les signatures pour ma candidature. Ça fait beaucoup de déplacements, beaucoup d'efforts, mais tout ça pour dire que, tu sais, moi, ce que je veux, c'est représenter tout le monde, y compris les villages qui sont plus éloignés, comme du centre, pas du centre, mais tu sais, du fleuve. Moi, je suis là pour tout le monde. Fait que, puis je suis quand même contente qu'il y ait enfin le nom de Catascomique que Bernard Généraux a fait ajouter. Je suis quand même vraiment contente de ça. Puis ça permet une meilleure visibilité des peuples autochtones. Puis, mais j'aurais préféré que le territoire soit plus petit parce que c'est plus facile de représenter tout le monde dans ce contexte-là. Monsieur Généreux. En fait, rapidement, il faut revenir un peu en arrière pour comprendre pourquoi ça s'est passé, ça s'est produit. En fait, le territoire qui a été exclu ou en fait enlevé, Matane-Matapédia, que tu représentais par ailleurs, Rémi, est maintenant dans la région de Montréal. Donc, ça veut dire que la population n'a malheureusement pas assez augmenté pour être capable de garder notre représentativité régionale. On s'est objecté à ça. Je remercie Annick d'avoir souligné le nom de Catascomique, mais je ne peux pas prendre le crédit d'avoir fait ajouter ce nom-là parce que c'est la commission électorale qui l'a proposé. J'ai parlé, par contre, avec les dirigeants, avec M. Tremblay, le chef de la Wolastoqey, mais il y avait déjà 2 noms indiens ou en fait des Premières Nations à l'intérieur du nom. Kamouraska est un nom qui veut dire du jonc sur le bord de l'eau. Le Témiscouata, c'est la même chose. Donc, c'était déjà 2 noms. Moi, j'essayais de faire en sorte que la représentativité du nom soit plus, je dirais, mieux adaptée. Mais bon, moi, ce que j'ai proposé, c'est que Côte-du-Sud soit dans le nom parce que c'est celui-là qu'on a au provincial et qui représente l'envers de la côte nord, ou en fait le reflet de la côte nord. Mais c'est un processus qui a été
décrié par le Bloc québécois, décrié par, peut-être pas les libéraux parce qu'ils n'étaient pas présents beaucoup, mais beaucoup par moi également. C'est un défi humain extraordinaire d'être capable de représenter une circonscription qui est grande comme un pays, comme le Liban. Quand on pense que la plus petite circonscription au Canada a 5,5 km², quand on en a 11 200, c'est pas la même job. Ça, c'est sûr. Merci, M. Généreux. Alors, revenons au contexte général de cette campagne électorale. Mesdames, Messieurs, comment intéresser la population? Comment mener une campagne régionale en considérant ce qui se passe actuellement au niveau des tarifs douaniers, où ce que tous les médias donnent de l'importance à ce qui se passe ailleurs dans le monde? M. Massé. Bien, ça souligne l'importance d'être bien représenté dans la circonscription. Parce que vous l'avez dit, ces tarifs douaniers-là, cette crise qui est générée par le président Trump, amène des défis importants. Donc, partout dans la circonscription où je suis allé, toutes les entreprises, tous les travailleurs sont inquiets. Et nous, dans la circonscription, les plus grosses industries bien, sont dans le domaine qui sont ciblés par le président Trump. Transformation du bois. L'industrie automobile, on pense que l'industrie automobile se situe qu'en Ontario, mais l'industrie automobile se situe ici à Montmagny. On en a partout dans la circonscription des fabricants de pièces automobiles. Donc, c'est un enjeu important. Et donc, c'est important, là, comme je le disais, là, de pouvoir s'assurer qu'on puisse bien représenter l'ensemble de nos électeurs. Il faut s'assurer, encore une fois, qu'on puisse avoir une voix forte à Ottawa pour justement pouvoir adapter les programmes à la réalité de notre région. On pourra en parler davantage tout à l'heure, mais on a une réalité qui fait en sorte que notre démographie, les personnes, l'âge moyen des gens augmente année après année. On a besoin de main-d'œuvre pour être capable de s'assurer que nos entreprises puissent se développer, mais on a besoin d'avoir de la main-d'œuvre qui provient de l'immigration. Donc, ce sont des enjeux importants qui existent dans la circonscription. Donc, il faut pouvoir représenter et pouvoir adapter nos programmes en fonction de notre réalité régionale. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Pour ce volet-là? Oui, sur ce. Oui, sur... Vous allez avoir. OK, c'est bon. Madame Plot? On y va par ordre. Oui, on suit toujours l'ordre. Okay. Il n'y a pas de problème. Puis après ça, vous pouvez en parler. Madame Plot? Bien, je pense qu'on va s'entendre, moi puis Diane, là-dessus. Moi, j'encourage les gens à acheter local parce que notre économie va en avoir vraiment besoin. Puis, personnellement, tu sais, moi, j'essaie d'intégrer l'habitude de regarder où sont mes produits, mettons, à quelle épicerie je vais aller quand je vais faire l'épicerie. Mais ultimement, tu sais, personnellement, je pense que quand même un commerce qui ne serait pas originaire, que le siège social serait, par exemple, plus au sud, il y a quand même des retombées locales parce que ça marche par franchise, dans le fond. Donc, le propriétaire, en général, est situé dans le territoire, puis ça engage des personnes sur le territoire. Donc, je voudrais pas que des commerces qui font circuler l'économie locale ferment parce qu'on fait uniquement des achats basés sur des sièges sociaux qui sont par ici. Monsieur Général. En fait, Rémi a raison. Ça prend une voix forte à Ottawa et j'ai une bonne voix. Alors, je pense faire partie d'une équipe et d'un parti politique qui a défendu les travailleurs depuis très longtemps, si ce n'était que par les ententes de libre-échange qu'on a signées avec 40 quelques pays. Donc, on a déjà une partie des outils qui sont déjà à notre disponibilité pour être capable de faire des affaires autrement que juste avec les États-Unis. 75 des achats qu'on fait au Canada sont faits à partir des États-Unis. Donc, on sait depuis 100 ans, on s'est fié un peu à notre voisin pour développer nos affaires, nos business, etc. Là, avec M. Trump, qui est là au pouvoir actuellement, il prend énormément de place, vous avez raison, dans la campagne électorale. Mais un des aspects, puis moi, je fais du porte-à-porte à tous les jours, là, je cogne des centaines de portes. Un des aspects dont les personnes me parlent le plus, c'est le coût de la vie. Et ça n'a pas changé malgré que M. Trump est arrivé, même que ça vient amplifier la possibilité que tout va coûter plus cher. D'ailleurs, le gouvernement a annoncé ce matin qu'il a rajouté 25 sur les automobiles qui rentreraient des États-Unis au Canada. Donc, les gens qui vont vouloir changer d'automobile tantôt, ça va coûter cher. Mais
L'épicerie, les loyers, tout ça a doublé dans les 10 dernières années. Pourquoi? Parce qu'on a endetté le pays de 700 milliards de dollars. Donc, c'est une des résultantes des années libérales à laquelle on doit faire face aujourd'hui. Et là, j'ai un signe d'arrêter, mais je pourrais en dire encore. Je reviendrai là-dessus tantôt. Je vais vous donner la chance. J'ai d'autres, la prochaine est encore là, en ce sens. Madame Sénécal. Merci. C'est drôle, votre question reflète exactement mon expérience jusqu'à présent. Mon expérience diffère un petit peu de celle de Bernard, dans le sens où moi, j'ai été vraiment surprise quand j'ai commencé à sillonner la circonscription que la première chose dont on me parle, c'est de M. Trump. Quand je vais, que ce soit dans des entreprises, dans des organismes, dans des centres d'achat dans la rue, je rencontre des gens, puis je leur demande quelles sont vos priorités que je pourrais porter pour vous à Ottawa. On me répond, M. Trump. Les gens sont inquiets des conséquences des actions futures, des actions présentes, mais des actions futures qui seront prises par M. Trump. On est devant un électron libre, on est devant l'incertitude, on est devant l'inconnu en ce moment. Et malheureusement, ça teinte la présente campagne. Je pense qu'il est important de ramener les enjeux locaux. Il faut ramener la réalité à ce qu'elle est en ce moment. On n'a d'action nous-mêmes que sur le local. Donc, il faut, dans un premier temps, je vous l'ai dit tantôt, je vais le marteler, ça prend une députation forte du Bloc québécois pour pouvoir s'assurer que les intérêts et les préoccupations de notre circonscription soient prises en compte au moment où les négociations seront entreprises. Je reviendrai moi aussi. On a beaucoup de choses à dire. Justement, faire... directive avant qu'on continue, on rentre dans un nouveau bloc. Dans ce bloc-là, il va y avoir des périodes d'échange après vos allocutions. Donc, gardez en note là, ce que vous voulez répondre aux autres candidats. M. Maltais va vous donner l'occasion de répondre pour les prochaines questions. Oui, parce que dans la MRC, développement économique, on parle de développement économique, pour donner une idée, une photo, parce qu'à un moment donné, on parle beaucoup que nos entrepreneurs, nos entreprises font affaire avec les États-Unis, mais on n'a pas toujours les noms ou on n'a pas toujours la photo de ce que ça peut représenter. Je vais vous donner 2 énumérations, puis après ça, dans la MRC de Montmagny, qui font affaire aux États-Unis, Technion, Ressort Liberté, Marquis Imprimeur, Garant, Plancher Mercier, Montel, Maison Laprise, Bois d'Aquam, Groupe Lebel, Produits métalliques Roy, Pabert Aluminium, Industrie Caron, Groupe MG, Transformation du bois, Groupe Guillemire, Keytrail, Emballage LM. On parle de 15 entreprises qui représentent 4 400 emplois. Dans la MRC de Lillet, Ouellet Canada, Rousseau Métal, Amisco, Humano Médical, Prolam, Fonderie Poitras, Daquam, Division Saint-Pamphile, Plastique Gagnon, Mébec, Groupe LG Cloutier, représentent 2280 emplois en 2022, les statistiques. Nous parlons donc de près de 6300 emplois reliés aux exportations aux États-Unis. On parlait de des gens qui ont peur demain matin que le coût de la vie est rendu plus dispendieux. Comment rassure-t-on autant les employés, les propriétaires, les actionnaires, quand on est député d'une circonscription, avec cette réalité, où on sent qu'on n'a pas nécessairement le pouvoir politique d'agir directement? On est rendu à, je crois... c'est un échange, allez-y. Non, c'est M. Généreux en premier. M. Généreux. Alors, merci beaucoup. Tous ces entrepreneurs et ces entreprises et ces employés d'entreprise, je vous dis un énorme bravo. Premièrement, parce que ce sont des magnifiques entreprises dans le comté qui ont grandi de façon exponentielle dans les dernières années. C'est vraiment des entreprises qui ont pris beaucoup, beaucoup d'espace, beaucoup de place, et ce n'est que bon pour le territoire. Et je les ai aidés, je ne sais pas combien de fois, la plupart de toutes les entreprises que vous avez nommées, particulièrement depuis le mois de novembre, ou en fait septembre le dernier, où le gouvernement libéral a décidé de changer la façon dont on pouvait se permettre d'avoir des travailleurs étrangers temporaires en changeant les pourcentages de ces mêmes employés, qui fait en sorte que depuis décembre, janvier, février, moi et mon équipe et moi, devrais-je dire, parce qu'Annie Francoeur est beaucoup à ce niveau-là, on a travaillé avec les employeurs pour sauver non seulement
des employés, des travailleurs étrangers temporaires, mais des emplois de Canadiens québécois de notre région, puisqu'ils étaient pour fermer des chiffres complètement dans les entreprises, dans plusieurs entreprises, avec la perte de ces employés temporaires. Il faut absolument que le gouvernement, le prochain gouvernement, ajuste les niveaux en fonction du taux de chômage régional. Et c'est ce qu'on va faire. Merci. Je vois qu'on bifurque un petit peu sur l'immigration en même temps. Moi, je suis, Malheureusement, je suis bien d'accord. c'est la réalité. J'aimerais qu'on parle, le bloc après, main-d'œuvre va arriver. J'aimerais qu'on s'attarde principalement au niveau d'une sécurité au niveau de nos entrepreneurs, puis de la capacité d'exporter ou comment on devra composer au cours des prochains mois, voire des prochaines années. Il est évident que le travail d'un député, c'est d'accompagner ses concitoyens, d'accompagner les entreprises, les organismes pour les aider à sortir de cette crise-là, pour les aider à survivre dans ce contexte-là où on est dans une incertitude totale. Comment est-ce qu'on fait pour les accompagner? C'est en allant à leur rencontre, en prenant connaissance des vrais enjeux, des vrais besoins et en allant cogner aux portes des autorités compétentes rendues au Parlement. Donc, il faut aller cogner aux portes des ministères, il faut aller s'assurer que les choses peuvent être dénouées. C'est pas nécessaire d'être au gouvernement, on peut être à l'opposition. Il est certain que moi, j'aspire à être dans l'opposition et non pas au gouvernement, mais il est possible de faire un excellent travail d'accompagnement et d'aller cogner aux bonnes portes pour bien accompagner nos concitoyens. M. Massé. Bien, en fait, on a le pouvoir de pouvoir influencer, encore une fois, les programmes gouvernementaux dans la région. Donc, à partir du moment où on a une voix forte, bien, on est capable justement de pouvoir adapter les programmes à cette réalité-là. Toutes les entreprises que j'ai rencontrées, et vous en avez nommé une bonne part dans ceux-là, bien, vivent d'inquiétude, de préoccupation. Parce que vous l'avez dit, la plupart de leurs exportations sont faites aux États-Unis. C'est normal, c'est naturel, on est juste à côté. Donc, ce qu'il faut faire pour les rassurer, évidemment, il faut être là pour pouvoir les accompagner, les appuyer dans la diversification de marchés. Donc, il faut se retourner vers d'autres marchés, l'Europe, le nord de l'Afrique. Tu sais, il y a du développement qui se fait dans ces entreprises-là. Il faut être capable de les accompagner financièrement. Il faut être aussi capable de les appuyer dans un contexte de crise comme celle-là, d'investir dans leur entreprise. C'est l'opportunité de pouvoir investir concrètement en innovation, pouvoir les aider en automatisation, en robotisation pour pouvoir augmenter leur productivité. Mais ce qui est important, puis ce qu'ils me disent, c'est qu'ils veulent maintenir le lien d'emploi avec leurs travailleurs. Dans une crise comme celle-là, il va y avoir une passe qui va être relativement difficile. Donc, il faut être capable de les aider parce qu'on, compte tenu du défi qu'on a de recruter la main-d'œuvre et de maintenir la main-d'œuvre, il faut pouvoir les aider justement dans la formation de la main-d'œuvre, dans l'appui justement qu'on pourra faire pour justement leur permettre de poursuivre leurs opérations et de se développer davantage une fois que cette crise-là sera passée. Puis je pense qu'en investissant dans nos entreprises, on sera en mesure de passer à travers cette crise-là. Madame Plot. Dans le fond, nous, on veut... ça n'a pas rapport, mais il y a un lien pareil. On veut créer le plus grand nombre de logements abordables depuis le programme des années 70. Puis, en créant ce programme-là, on va utiliser du bois d'œuvre qui est produit dans nos MRC. Ça va encourager la région. Et puis, autre chose aussi, pour les gens qui pourraient perdre leur emploi, on veut instaurer le revenu minimum garanti. Puis, ça couvrirait autant l'assurance-emploi que des programmes plus provinciaux comme la SAQ, le CNESST, le bien-être social, tout ça. Puis, il faut comprendre aussi qu'il y a beaucoup d'emplois dans les prochaines années qui risquent de disparaître à cause de l'intelligence artificielle. Donc, déjà en partant, il faut prévoir qu'il y a beaucoup d'emplois qui vont se perdre, puis des gens qui vont arrêter de travailler possiblement. Donc, le revenu minimum garanti vient absorber une partie de ce problème-là. On rentre dans l'échange. Est-ce que vous avez les points à amener ou je vous suggère... Bien, en fait, moi, j'aurais un point à partager, en tout cas, à tout le moins, à débattre avec M. Massé. Vous représentez le gouvernement qui était là depuis les 10 dernières années et
l'arrivée de M. Trump, évidemment, vous ouvre une fenêtre d'opportunité que vous savez saisir actuellement, je vous l'accorde. Mais la réalité, c'est que les entreprises, le Canada est dans une position de faiblesse à cause des politiques que vous avez mis en place, que votre gouvernement a mis en place dans les 10 dernières années, particulièrement par l'endettement, qui fait que ça nous coûte 55 milliards d'intérêts et que les entreprises, inévitablement, moi, je suis un entrepreneur, je suis fournisseur de l'ensemble des clients que vous avez, en fait, des entreprises que vous avez nommées tantôt, et je le sens déjà au moment où on se parle, les menaces américaines, parce qu'inévitablement, ces entreprises-là ont mis les freins sur des potentiels investissements, ou en tout cas, regardent l'avenir un peu de façon différente, bien évidemment. Mais il faut savoir que Trump n'est pas là ad vitam aeternam, c'est bien évident. Puis les dernières fois où il a mis des tarifs comme ceux-là, au bout de 4 mois sur l'aluminium en 2015, ils les ont enlevés parce que ça ne marchait plus. Le Canada fournit des éléments très importants pour les États-Unis. Donc, il n'y aura pas le choix éventuellement parce que là, il fait une guerre mondiale. Ce n'est pas juste le Canada, en passant, c'est mondial. Donc, inévitablement, il faut aider nos entreprises. M. Massé a tout à fait raison. On a déjà un plan pour le faire. Nous autres, évidemment, au niveau des pertes d'emploi potentielles, on ne veut pas que les gens se retrouvent au chômage. On a émis, d'ailleurs, ils nous ont volé beaucoup de nos idées. Là, je vais venir jusqu'à maintenant dans la campagne électorale. Donc, par exemple, pour la formation des employés. On a toutes sortes de choses qu'on veut mettre en place pour aider les entreprises. Mais une chose est certaine, c'est que régionalement, vous avez raison de dire qu'on a beaucoup d'entreprises exportatrices et c'est un danger pour la région au niveau des emplois. Mais on est un pays fort. Il ne faut pas avoir peur de foncer puis d'aller chercher des nouveaux marchés. Comme M. Massé l'a dit tantôt, ça fait longtemps qu'on parle de ça. Et ça fait longtemps qu'on parle aussi de faire du commerce interprovincial au Canada parce qu'on a des multiples barrières qui sont là. Il faut qu'on aplanisse toutes ces barrières-là pour être capable de vendre de la bière, du vin, etc., et tous les produits à l'intérieur des provinces canadiennes. Ça équivaut à 25 de trafic, de tarifs, juste au niveau du commerce interne à l'intérieur du Canada. Donc, on est capable de mettre des choses en place, d'aplanir ces barrières-là internes que nous avons et d'aller évidemment chercher de nouveaux marchés bien à l'extérieur, de nouveaux marchés sur des produits d'exportation dont le pétrole, le gaz, les matériaux critiques qu'on a. Il faut être capable de faire ça dans des délais beaucoup plus rapides qu'on a actuellement. Merci, M. Giroux. M. Massé, j'imagine, vous voulez répondre? Oui. Bien, écoutez, on ne saisit pas une opportunité. Je pense qu'on vit une crise qui est importante, qui nous a été imposée par le président américain. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Bien, les Québécois se relèvent les manches, puis ils travaillent fort, justement, pour passer à travers cette crise-là. Donc, ce qu'on a annoncé rapidement, ce que le gouvernement a annoncé, c'est des contre-tarifs, justement pour pouvoir contrebalancer l'imposition des tarifs douaniers imposés par le président Trump. Et ce qui est important, c'est que ces fonds-là, qui sont ramassés jour après jour, vont être réinvestis dans nos entreprises. Donc, c'est nos entreprises qui doivent bénéficier de ces montants d'argent-là pour leur permettre, encore une fois, comme je le disais, d'innover, diversifier les marchés, investir dans la main-d'œuvre pour maintenir ces liens d'emploi-là. Donc, c'est important de le faire. Je veux dire, cette crise-là, encore une fois, nous a été imposée. On a besoin, justement, d'avoir quelqu'un qui est là pour pouvoir influencer le développement des programmes. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait quand j'ai été député. J'ai été secrétaire parlementaire à l'innovation, sciences, développement économique. Quand je suis arrivé à Rivière-du-Loup, j'ai investi justement dans un centre d'innovation pour être capable d'aider nos entreprises à innover. Donc, c'est ce qu'il faut faire présentement, aider nos entreprises à passer à travers cette crise-là. Et je pense que c'est en travaillant en collaboration avec les entreprises, les industriels, avec les syndicats, les travailleurs, avec notre gouvernement, le gouvernement provincial, qu'on va pouvoir justement être capable de passer à travers cette crise auquel on fait face présentement. Si je peux, est-ce que je peux me permettre de répondre par un élément? Parce que Rémi, si tu me permets de t'appeler Rémi, bien sûr, là, mais c'est pas ton argent que tu as investi dans le centre de formation à Rivière-du-Loup, on s'entend, c'est de l'argent gouvernemental, c'est de l'argent privé, Cascade, Premier Tech et compagnie. Tu as fait un excellent travail en passant. On se connaît depuis longtemps. Donc moi, je ne veux pas attaquer Rémi personnellement, bien au contraire, je veux juste remettre les faits. Ce qu'il a fait, c'est extraordinaire, avec l'aide, évidemment, et la participation de Premier Tech, de Cascade, parce que c'est un centre d'innovation avec l'argent du fédéral, du provincial. Tout à fait. Provincial. Donc, c'est un domaine important. L'automatisation, c'est fondamental pour les entreprises. Mais je vais vous donner un exemple. J'ai une entreprise, j'ai 35 employés. Et demain matin, moi, si on m'a demandé d'investir 1 million, je ne suis pas capable de le faire, là, parce qu'il y a des conditions actuelles qui ne me permettent pas de faire ça. Donc, il faut en prendre et en laisser, parce que toutes les entreprises, les PME particulièrement, ont de la difficulté actuellement. Puis je peux vous dire,
Pour être député depuis 10 ans dans le comté, là, je peux vous dire qu'on en a aidé des entreprises à trouver du financement, à trouver de l'aide, parce que c'est pas évident pour tout le monde actuellement. Puis ça... Est-ce qu'il faut revoir l'aide qu'on accorde à nos entreprises? Parce qu'à un moment donné, considérant les situations économiques des différents paliers de gouvernement, est-ce que investir dans les ressources humaines ou investir dans la robotisation, dans l'automatisation, dans l'exportation, quelle serait la priorité? Ce qu'il faut faire, c'est... Le défi qu'on a, le défi que les entreprises ont présentement, c'est que lorsqu'ils demandent à être appuyés par le gouvernement, on leur offre des prêts. Donc, des prêts des fois à taux avantageux, mais ce dont ils ont besoin présentement, ce sont des contributions non remboursables. C'est comme ça qu'on va pouvoir les aider. Donc, le Parti libéral est pour les subventions. Bien, en fait, tout à fait. Donc, ce que je disais, c'est que les fonds qui sont ramassés présentement avec les contre-tarifs qui sont générés avec ce qu'on fait. Donc, ces argents-là, ces fonds-là vont être réinvestis dans nos entreprises. Donc, c'est important de le faire en contribution non remboursable. Et juste pour répondre à M. Généreux, bien, quand je disais que j'ai investi dans ce centre d'innovation-là, j'ai travaillé pendant 3 ans et demi à tous les jours pour pouvoir développer ce centre d'innovation-là. Évidemment, c'est des énergies, c'est même des sous, parce que j'ai investi à Rivière-du-Loup, justement, pour être capable de rester là et de développer ce centre d'innovation-là. Donc, lorsqu'on parle d'investissement, c'est un investissement en temps, puis c'est comme ça qu'on va pouvoir faire avancer notre région en s'assurant que nos entreprises puissent se développer. Avez-vous des craintes, par exemple, avec la situation qu'on vit? L'industrie automobile en Ontario vit des problèmes beaucoup plus préoccupants que les nôtres au Québec. Avez-vous peur qu'à un moment donné, l'industrie automobile ramasse une bonne part du soutien gouvernemental par rapport, exemple, à des régions comme la nôtre, où on a des plus petites PME, puis à un moment donné, on peut peut-être passer en deuxième? Bien, je le disais tout à l'heure, l'industrie automobile, c'est pas seulement qu'en Ontario, c'est au Québec. Ressort Liberté, des gens comme... j'étais à AMT, pas plus tard qu'hier, avec le ministre du Commerce international. Donc, ce sont des entreprises de chez nous qui produisent des pièces pour l'industrie automobile et qui font face aux mêmes réalités. Donc, c'est important, encore une fois, de pouvoir les appuyer. Donc, l'industrie du bois d'œuvre fait face aussi à une crise importante. On va voir, évidemment, l'augmentation de leurs tarifs douaniers qui va passer à 30 quelques % au cours des prochaines heures, voire des prochains jours. Donc, il faut être là, encore une fois, pour pouvoir les appuyer. Donc, c'est une crise importante. Il faut investir. Il faut investir, justement, en soutien financier pour leur permettre de passer à travers cette crise-là. Mais contrairement aux libéraux, en fait, puis à M. Massé, l'argent qui va être accumulé doit aller aux travailleurs pour le mettre aux soins, pour s'assurer que ces gens-là ne perdent pas leurs revenus et qu'on ne se ramasse pas sur le chômage pendant des mois et des mois, mais qu'on puisse les reformer. Parce que il n'y a pas, moi, en tout cas, d'après ce que j'ai entendu, j'ai pas entendu le gouvernement libéral dire qu'ils vont donner des prêts non remboursables à des entreprises. Moi, je ne me souviens pas d'avoir vu ça. Pas des prêts, par contre, mais des subventions non remboursables aux entreprises privées. Moi, je n'ai pas vu ça en nulle part. Mais je pense qu'il est important de soutenir nos entreprises de toutes sortes de manières pour faire en sorte qu'elles puissent passer à travers cette période très, 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 très difficile qui s'annonce, parce qu'elle ne fait que commencer, en espérant qu'elle sera la plus courte possible. Et je vais vous dire, le rebond aujourd'hui, parce que à tous les jours, ça évolue, le rebond de la bourse aujourd'hui est déjà un signe, je pense, qui peut nous faire croire que ça ne durera pas longtemps, toute cette histoire-là, parce qu'il y a trop de monde qui perd au change actuellement, incluant les Américains et surtout les Américains. Parce que c'est eux autres qui vont se ramasser. Là, M. Trump a dit qu'il mettrait 50 de tarifs additionnels sur la Chine, imaginez. C'est fou, là, ce qu'on achète en Chine partout dans le monde. C'est qu'il y a quelque part, ça va sauter, ça va péter aux frettes, comme on dit en bon québécois. Là. Donc, Mme Sénécal, avez-vous un élément à apporter? Bien, oui, j'ai une question. Je vais profiter du fait que je me trouve entre les deux, où la conversation se situe. Je vais utiliser cet avantage-là. Moi, j'aimerais savoir, j'entends beaucoup parler d'investissement, puis je suis tout à fait d'accord, il faut investir. Maintenant, pour faire des investissements, ça prend de l'argent. Et j'entends aussi, pas maintenant, mais je lis dans les journaux et j'entends à la télévision, que les conservateurs, M. Pierre Poilievre, veut couper, on ne sait pas où. Donc, couper où? Couper dans les impôts, couper dans quel service? On entend beaucoup parler de coupure du côté conservateur, mais les investissements, ils vont venir de où? L'argent va venir de où? Ça va faire plaisir de te répondre parce que les libéraux ont augmenté l'appareil gouvernemental de 100 000 fonctionnaires dans les 5, 6, 7, 8 dernières années. Et en plus d'augmenter de 100 000 fonctionnaires, dépensent 21 milliards de dollars en consultants.
Alors, imaginez tout cet argent-là qui s'en va dans les coffres de consultants à Ottawa. Ils n'ont jamais été aussi grassement payés, ces gens-là. On a-tu besoin de faire référence à l'application pour les voyages? J'oublie déjà le nom. Là, mais La Rive-Can? La Rive-Can, qui devait coûter 60 000 qui a coûté 250 millions. C'est fou l'argent qui s'est dépensé à Ottawa. C'est du gaspillage éhonté qui s'est passé depuis des années. On va couper là-dedans, nous autres. On ne coupera pas. On va couper le fonctionnalisme par l'attrition. On n'a pas l'intention de mettre tout le monde dehors comme ils se font aux États-Unis. C'est absolument pas. Pierre Poilievre a dit qu'on allait garder l'ensemble des programmes que les libéraux ont mis en place dans les dernières années, que ce soit les dents, les garderies à 10 $ et la santé qui a été mis particulièrement à cause de l'aide, ou en tout cas des idées du NPD à l'époque. Mais ça, on a dit qu'on les garderait en place. Il n'y a pas question qu'on coupe ça. Essentiellement, on va couper dans le gras. Et Dieu sait qu'il y a du gras à Ottawa, je peux vous le garantir. Juste peut-être une petite question. A-t-on appris de la COVID? A-t-on Pas appris Ottawa. quelque chose de Pas la COVID? Ottawa. Parce que là, on veut en redonner, on veut en redonner. Pas A-t-on Ottawa. appris? Bien, écoutez, c'est ça. On a vécu, tu sais, la situation dans laquelle on est aujourd'hui, bien, on a pu passer à travers la crise de la COVID. On a eu une crise inflationniste importante au cours des dernières années. Donc, évidemment, il a fallu investir, évidemment, pour pouvoir justement être capable de passer à travers. On vit encore une autre crise. Et je le disais tout à l'heure, les Québécois, lorsqu'on fait face à une crise, on se relève les manches, on travaille fort, puis c'est comme ça qu'on est en mesure de passer à travers une crise Monsieur comme celle-là. Massé, les libéraux, dans la COVID, il y a des sommes qui n'ont pas été récupérées. Ils n'ont pas un peu appris des choses Ben, au écoutez, cours de cette période? Moi, je peux vous dire que plein de familles avec qui j'ai discuté, parce qu'on a tous vécu la COVID. Moi, j'étais directeur général d'une entreprise privée. Et la journée où le gouvernement québécois nous a dit de fermer les portes, ça a été une crise importante. Il y avait des familles qui avaient peur. Ils ne savaient plus comment être en mesure de pouvoir assurer, évidemment, l'achat de leur épicerie, faire les paiements sur la maison. Donc, on a mis en place des mécanismes rapides pour pouvoir s'assurer qu'il y avait des sous. Évidemment, lorsqu'on fait des mesures comme celle-là, il arrive des choses, évidemment, qui font en sorte que des fois, il y a des irrégularités, mais on a repris le dessus là-dessus. Puis, encore une fois, bien, force est de constater que la situation n'est quand même pas aussi dramatique qu'on pourrait le laisser paraître. Le ratio dette-PIB s'est maintenu de 2015 à aujourd'hui à 30-31 %. Là, on a la plus faible dette nette dans les pays du G7. Lorsqu'on se compare au Japon, aux États-Unis, mais c'est ça, donc on a pu passer à travers cette crise-là. Puis on peut faire mieux, il est clair qu'on peut faire mieux. C'est clair qu'il y a des processus administratifs au gouvernement fédéral qui doivent être revus. Donc on doit être là. Nos entreprises nous le disent, nos travailleurs nous le disent. La papasserie administrative, elle est trop importante, donc il faut revoir ça, c'est clair. Mais M. Massé, M. Carney dit qu'il veut couper dans les impôts, il veut couper, il veut investir davantage. J'arrive pas, moi, à faire l'addition, j'arrive pas à faire l'équation. Où est-ce qu'on va aller chercher tout cet argent-là qu'on veut investir comme ça? Bien, encore une fois, si on veut couper pour faire face à une crise comme celle-là, bien, qu'est-ce qui va arriver de nos entreprises? Donc, nos entreprises vont fermer une après l'autre, nos travailleurs seront plus supportés. Donc, je le disais, c'est important d'investir. La façon qu'on va pouvoir investir, c'est dans ces contre-tarifs-là qu'on impose aux compagnies américaines qui exportent leurs produits ici. C'est cet argent-là qu'on va utiliser pour pouvoir réinvestir dans nos entreprises, pour pouvoir s'assurer que nos travailleurs puissent passer à travers. On a promis des modifications au sein du programme d'assurance-emploi. On va être là justement pour aider nos travailleurs. Il faut être capable de travailler ensemble pour passer à travers cette crise. Je sens qu'on veut commencer à parler d'emploi. On va y aller. OK? Donnez-moi une minute. On arrive. Notre taux de chômage en Chaudière-Appalaches était au Canada 8,7 baissé à 5,7 Quand on va par secteur, c'est encore plus critique quand on vient dans nos MRC, au niveau local, où le taux de chômage est plus haut. Et il y a d'autres réalités, il y a d'autres projets qui ont été annoncés. Exemple, est-ce que nos entrepreneurs doivent s'inquiéter au sujet de l'entente d'une valeur de 3,25 milliards de dollars qui a été donnée à la Davie par le gouvernement du Canada pour la construction d'ici 2030 du brise-glace lourd de conception, le Polar Max? Considérant nos populations vieillissantes et la possibilité d'un exode de nos travailleurs, est-ce que les travailleurs étrangers temporaires deviennent aussi essentiels ou bien que des programmes de formation en entreprise pourraient davantage soutenir les travailleurs résidents ou, à un moment donné, on commence à avoir une problématique qui est sérieuse au niveau de l'emploi ou qui risque de l'être encore plus si nos travailleurs laissent nos PME pour aller travailler au chantier de la Davie? Avez-vous... Bien, moi, j'ai des options là-dessus. On est venu présenter, M. Pierre Poilievre est venu présenter ici même à Montmagny une idée que moi j'ai apportée à la suite des consultations avec des gens avec qui j'ai jasé depuis des années, à savoir que les gens de 65 ans et plus, qui ne se considèrent pas vieux, on s'entend, en 2025, 65 ans c'est encore jeune,
Donc, ils veulent continuer à contribuer à la société. Ils n'étaient pas capables de le faire, ou en fait ne voulaient pas le faire, puisque ça leur coûtait de l'argent pour être capables de travailler, essentiellement, parce qu'ils se faisaient prendre les gains qu'ils avaient sur leur pension, donc sur le salaire. Donc, on a annoncé qu'on allait augmenter de 24 000 actuellement à 34 000 la possibilité de gagner tout cet argent sans impôt fédéral. Ça va venir changer pour les entrepreneurs et les entreprises. Ça va venir changer la dynamique un peu. Évidemment, ce n'est pas le seul élément. Et une chose est certaine, c'est qu'il faut que le gouvernement soit à l'écoute des entreprises parce que le pourcentage de chômage actuellement ici, dans Montmagny-Lillet particulièrement, est autour de 3 %. Donc, quand il y en a 7 à Montréal puis 8 à Montréal du taux de chômage, inévitablement, on ne peut pas avoir une mesure mur à mur pour les travailleurs étrangers temporaires. Ce qui a été fait par les libéraux avec les coupures l'automne dernier, ça l'a fait tellement mal aux entrepreneurs. Je les rencontre encore aujourd'hui puis ils n'arrêtent pas de me parler de ça. Donc, il faut changer ça absolument. Il est certain qu'il y a un problème ici que vous avez nommé. Moi, je côtoie les entreprises qui embauchent des travailleurs étrangers temporaires au quotidien. Effectivement, il y a un problème ici. Je suis d'accord avec Bernard quand il dit que le taux de chômage, en ce moment, il est de 3 % là, chez nous. Donc, on ne peut pas appliquer une mesure qui est issue d'un environnement où il y a 6-7 % de chômage, parce que chez nous, on ne peut pas trouver de main-d'œuvre pour remplacer les travailleurs étrangers temporaires. Quand on pense, par exemple, à Saint-Pamphile, moi, je travaille plus à la MRC de Lillet, je connais plus. J'ai travaillé beaucoup à Saint-Pamphile avec les entreprises. Les entreprises me disent, écoute, moi, je suis obligée de passer, comme tout le monde, de 20 % à 10 % de travailleurs étrangers temporaires. Je suis obligée de me délester d'un nombre important de travailleurs qui sont essentiels, mais quand je regarde autour de moi, il n'y a pas de main-d'œuvre disponible. Il n'y en a juste pas. Je suis obligée de perdre mes travailleurs essentiels, mais je ne peux pas, je ne suis pas capable de les trouver, de les remplacer parce qu'il n'y en a pas de main-d'œuvre disponible autour. On est dans un contexte de dévitalisation. Donc, il faudrait que le gouvernement tienne compte de ça. Là, je suis tout à fait d'accord avec Bernard. Il faut moduler les restrictions, les initiatives qui sont prises par le gouvernement selon la réalité du terrain. Il ne faut pas prendre la réalité de Toronto, de Vancouver, d'Ottawa et dire, bien là, on va appliquer ça à Saint-Pamphile, à Montmagny, à Saint-Jean-Port-Joli. Ça n'a pas de sens. Donc, il faut accompagner les entreprises et il faut s'assurer auprès du gouvernement, japper fort, lever la main très haut puis dire non, on n'acceptera pas que ces mesures-là soient mises en place sur nos terrains. En passant, on a dénoncé ça pendant des mois. On va en parler dans l'échange par après. Monsieur Massé. Bien, vous avez soulevé une belle opportunité. Effectivement, la stratégie de construction navale, c'est une belle opportunité pour nos entreprises de la région. Davie se situe pratiquement à côté ici. Donc, ce sont des milliards d'investissements qui vont être faits au cours des prochaines années. Et lorsqu'on parle de construction navale, bien, on parle d'électricité, on parle de plomberie, on parle d'équipements motorisés, de moteurs, de transmission, on parle de fabrication de modules pour pouvoir, des lits et des cuisines. Donc, c'est une belle opportunité pour nos entreprises d'ici à saisir. Tu sais, comme on disait, évidemment, il y a un enjeu avec les travailleurs étrangers temporaires. En fait, moi, ce que je voudrais, c'est qu'on change cette terminologie-là qui ne fait pas de sens. Les travailleurs qui viennent ici, année après année, ne sont plus des travailleurs étrangers. Ce sont des travailleurs qui sont intégrés, qui contribuent au développement économique de notre région, qui achètent de l'épicerie, qui achètent des maisons, qui louent des espaces pour pouvoir être hébergés. Même nos entrepreneurs construisent justement des maisons pour qu'ils puissent être hébergés. Si j'avais été député, je peux vous assurer une chose, que cette politique-là, qui a été adaptée de façon, pas adaptée, mais intégrée de façon mur à mur, n'aurait pas vu le jour. Moi, je suis en communication directe avec le cabinet, avec Dominique Leblanc, avec Mélanie Joly, avec François-Philippe Champagne, et je leur ai dit, avant même le début de la campagne, que ce programme-là, qui a été ajusté évidemment à 10 % pour bien des industries, doit être revu pour qu'on puisse permettre aux entreprises d'avoir accès aux travailleurs qui viennent de l'international, venir contribuer au développement économique de notre région. Puis vous allez faire quoi pour les contrats fermés pour les travailleurs? C'est encore une autre absurdité. C'est important. L'échange va être tout à l'heure. Oui, d'accord. Madame Claude, vous avez à dire, vous la poserez tantôt, votre question. Là, on veut savoir ce que vous feriez. Bien, dans le fond, on veut créer des emplois locaux, en fait. On veut transformer l'énergie qu'on produit au Canada en énergie verte. On ferait ça progressivement, mais on le ferait quand même assez rapidement, pareil, parce que l'environnement, c'est quand même... Le changement climatique, c'est quand même urgent. Puis, en construisant une infrastructure qui est beaucoup plus verte, bien,
on créerait de la main-d'œuvre autant dans les populations autochtones que dans les régions rurales, comme par ici. Donc... C'est votre position? Oui. Là, posez-vous des questions. Écoutez, dans les dernières années, on a vu les politiques libérales qui ont été appliquées autant en immigration que dans le développement économique de façon générale. Ça a été un désastre, littéralement un désastre. Puis je vais vous dire, moi, je suis en contact avec toutes ces entreprises. Toutes les entreprises que vous avez nommées là, je les connais toutes, toute la gang au complet. Et j'en connais encore une gang, bien plus que ça, là, dans tout le territoire. On a des belles entreprises, on a un beau territoire, mais la réalité, c'est que le gouvernement libéral, fédéral, a fait des promesses qui n'ont jamais tenu. Puis une qui nous a marqué particulièrement, puis ça va, Mme du Parti vert va sûrement s'en rappeler, 2 milliards d'arbres, là. Donc, il n'y en a pas, je ne sais même pas combien de millions qui s'en est plantés. Donc, c'est des promesses comme ça qui ont été mises à l'avant, de la part des libéraux, qui n'ont jamais été tenues. Monsieur Généreux, je peux vous garantir que les travailleurs ici dans la région et les employeurs ne sont pas contents des libéraux. Puis à chaque fois que je vais les voir, ils me disent plus jamais, pas un quatrième mandat, ça n'a pas de bon sens qu'on donne un quatrième mandat. Ils ont changé de chef, mais ils n'ont pas changé de politique, puis ils font encore les mêmes promesses. 500 000 maisons par année. Au Canada, il ne s'est jamais construit plus que 300 000 maisons dans une année, à travers toute l'histoire canadienne. Donc, je vais répondre, M. Maltais. Monsieur Généreux, vous avez été député pendant 10 ans. Oui. Vous avez sauté un mandat, vous avez été député pendant une couple d'années avant. Vous aviez un rôle à jouer, puis malheureusement, vous mettez la responsabilité sur le dos du Parti libéral du Canada, du gouvernement. Vous auriez pu influencer. Donc, ce que vous me dites, c'est qu'en tant que député de l'opposition, vous ne pouvez pas rien faire. Moi, je suis ici, là, présentement, là, et je parle avec le cabinet pour s'assurer que ces politiques-là puissent être changées, puissent être adaptées. C'est ça qui est important d'avoir. C'est pour ça que c'est important d'avoir une voix forte. Puis justement, de pouvoir faire bouger les choses, puis pas accepter des irrégularités ou des façons de pouvoir intégrer des politiques qui sont développées à Toronto, qui sont développées à Montréal, qui sont développées à Ottawa. Mais donc, une voix forte de la... Tout à fait, mais il faut pouvoir les influencer, et on les influence quand on a une voix forte en région ou là où on représente nos entreprises, nos travailleurs. Monsieur Massé, il y en a beaucoup des régions comme notre circonscription ici. Pourquoi on sent qu'il y a de plus en plus, tout se décide pour les régions métropolitaines, puis nos régions éloignées, à un moment donné, on passe en deuxième? Bien, je le disais, je reviens toujours avec ce thème-là, une voix forte. Bien, il faut pouvoir justement être capable d'influencer les programmes et les décisions. Et ce qu'on se rend compte, c'est que dans nos circonscriptions, on est dans l'opposition depuis une vingtaine d'années. Qu'on soit dans Gaspésie, qu'on soit ici. Donc, c'est important d'avoir quelqu'un qui est assis à la table pour se prendre les décisions, pour pouvoir dire au ministre de l'Immigration, au ministre de l'Environnement, au ministre des Finances, d'écouter, ce que vous êtes en train de faire ne fonctionne pas pour nos régions. Notre taux de chômage est différent de ce qu'est Montréal, Toronto, Vancouver. Et puis, notre réalité doit être reflétée dans les programmes. Moi, c'est ce que j'ai fait quand j'ai été député de 2015 à 2019. Je le disais tout à l'heure, j'ai réussi à faire investir 160 millions dans une région comme Matane, Amqui, Avignon, toute la baie des Chaleurs. Donc, des projets que j'ai moi-même menés. Donc, ces gens-là n'avaient jamais vu ça en l'espace de 15 ans. Donc, c'est ce que j'ai pu faire et c'est ce que je vais faire à partir du 28 octobre prochain. Et c'est déjà ce que j'ai commencé de faire, de pouvoir influencer notre gouvernement pour adapter ses programmes à la réalité régionale. Je ne veux pas relancer M. Massé, mais allez, là, c'est votre tour. Je pourrais sortir un beau 2 pages de journal dans les journaux locaux et régionaux. Là, en 2011, j'ai été là 1 an et demi et j'ai fait exactement ce que lui a fait pendant les 4 ans qu'il était en 1 an et demi. La réalité, c'est que qu'on soit, puis tantôt, Mme Diane disait, qu'on soit dans l'opposition ou au pouvoir, l'important, c'est d'être capable d'influencer. Vous le dites vous-même, qu'il faut influencer. Si vous saviez, parce que là, les gens nous targuent de chialer tout le temps les conservateurs. On était dans l'opposition depuis les 10 dernières années. On n'a pas chialé, on a constructivement amené des solutions, proposé des solutions au Parti libéral qu'il n'a jamais voulu mettre en place. Et c'est aujourd'hui, puis l'immigration est le plus bel exemple. C'est fou tout ce qu'on a fait en Chambre des communes pour décrier ce que vous étiez en train de faire. Puis M. Miller se pétait à bretelle, il disait « Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. » Puis il a fait ça en 24 heures, je vous rappelle. Là, hein, c'était écoute, moi, mon bureau, là, on recevait des appels pendant je ne sais pas combien de semaines pour le désarroi des entreprises. Puis allez dans les entreprises régionales, allez les voir, les entrepreneurs, demandez s'ils sont contents des politiques libérales par rapport à l'immigration. Je le vois, ça fait... Je peux vous garantir une chose. Ça fait des... Je vais dire tout respect, M. Généreux. Puis on est allé aux mêmes places à Rivière-du-Loup, là, dernièrement, puis on a eu les mêmes documents qu'ils nous ont donnés, là. Puis je peux vous dire une chose, là,
ils ne seront pas d'accord avec ce que vous avez fait. Je peux vous dire une chose, Il si faut j'avais qu'on été là, change ces c'est politiques-là. clair que ces politiques-là n'auraient pas été mises en place. Mais pour l'instant, il n'y a Clairement. rien qui est prévu dans le programme conservateur libéral pour être capable de changer ces politiques-là. Faites-moi confiance, Donc, ça va se faire. Oui, bon, Moi, c'est bien. il y a une question que j'aimerais poser. Là. Quand M. Poilievre est venu à Montmagny récemment, Oui. on lui a parlé, on lui a posé la question de l'immigration. Oui. Il a répondu par les aînés, par le fait d'aider les aînés à Oui, rester absolument. plus Cette longtemps. politique C'est que moi, très j'ai bien, là, amenée. les aînés. Oui, oui, puis c'est très bien. Mais je ne comprends pas pourquoi ça, c'est la solution au problème Je dis pas qu'on que a. on ne dit pas que c'est la seule solution. On dit que ça fait partie du chapelet de solutions qu'on doit mettre en place pour être capable de... Parce que Mme le disait tantôt, et en fait, tu le disais tout à l'heure, il n'y en a pas de monde dans la région. Là. Non. Il faut avoir des travailleurs étrangers temporaires pour être capable de conserver les emplois que nos Québécois, nos Canadiens ont ici dans la région. Donc, inévitablement, il faut renforcer le bassin de personnes qui peuvent aller sur le marché du travail. Les 65 ans en sont un. Les plus jeunes, parce qu'on va les former encore plus jeunes pour être capables de rentrer dans les entreprises. La progression des technologies dans les entreprises, elle est extrêmement rapide. Rémi peut vous en parler. Donc, il faut former ces gens-là de façon plus rapide qu'on le fait actuellement. C'est pour ça qu'on a mis des mesures en place, qu'on va mettre des mesures en place. Mais une chose est certaine, c'est que les difficultés d'employabilité à l'intérieur de nos régions particulièrement ne peuvent pas être traitées de la même façon qu'elles sont traitées dans les villes de Toronto, Montréal et Vancouver. Et on l'a fait, cette erreur-là, nous, en 2010. Alors, il ne faut absolument pas la répéter. C'est une erreur qu'on a déjà faite. Les libéraux viennent de faire exactement la même erreur. On ne peut pas traiter l'employabilité de la même façon dans les villes que dans les régions. Permettez-moi de vous donner quelques chiffres. Les personnes de moins de 19 ans, Montmagny, dans la région MRC, 17,4 MRC de Lillette, 17,7 au Québec, 21,3 Donc, On est dans une des régions les plus vieillissantes, particulièrement à partir de la Pocatière réaliste. Là, on est dans les régions la plus vieillissantes au Canada. MRC de Montmagny, 30,6 de personnes de 65 ans et plus. Oui, oui. Lillet, 31,9 Ailleurs au Québec, 24,3 Et on a besoin On de a ramener- presque 8 d'écart de plus vieux, puis on a presque 4. Oui. C'est ça la Si réalité vous que regardez- demain, là, celui qui sera député, c'est avec ça qu'il va C'est pour travailler. ça qu'il faut permettre à ces gens-là de pouvoir regagner le marché du travail, pour ceux qui sont en santé, bien sûr, et qui veulent le faire à temps partiel ou à temps plein. L'important, c'est d'augmenter les revenus de ces gens-là pour être capable de contrer les hausses du coût de la vie qu'on a subies depuis les 10 dernières années. C'est fou, là. Les loyers à Montmagny ont doublé en 10 ans. Si Comment ça se fait que les loyers ont doublé en 10 ans, quand vous pensez, puis au Canada? Les mises de fonds ont doublé, les loyers ont doublé, les maisons, le prix des maisons a doublé. Tout a doublé depuis les 10 dernières années avec les libéraux. L'inflation, la crise d'inflation que Rémi faisait référence tantôt, ça a été provoqué par quoi? On a ajouté 700 milliards de déficit. Il y a plus de déficit qui a été fait sous le règne de M. Trudeau que tous les premiers ministres réunis avant lui dans les 155 années du pays. Et imaginez, ça a des conséquences, tout ça. C'est impossible que ça fasse autrement. J'aimerais Monsieur faire Massé, un vous voulez répondre? commentaire Ben, personnellement. Si vous parliez des jeunes, c'est important de pouvoir s'assurer que nos jeunes puissent s'épanouir en région. Et je prends l'exemple, encore une fois, du centre d'innovation parce que je le connais bien, parce que j'ai réussi à le développer avec des partenaires extraordinaires. Mais c'est ça l'objectif, de s'assurer que les jeunes voient que la technologie, que l'intelligence artificielle, que toutes ces nouvelles possibilités-là sont disponibles pour eux en région. Et on a ouvert nos portes à des jeunes du primaire, du secondaire, justement pour venir voir cette technologie-là, pour voir comment on peut l'utiliser. Et ce qu'on souhaite par ce type de projet-là, et j'espère qu'on pourra en faire d'autres au cours des prochaines années, c'est de les sensibiliser puis leur dire, bien, ce type de choses-là existe chez nous. Et si tu prends des programmes en technologie dans nos cégeps, en formation professionnelle, bien, vous allez pouvoir avoir des jobs puis qui va vous permettre de vous épanouir plutôt que vous en aller à l'extérieur. Et s'il y a des jeunes qui décident d'aller à l'extérieur pour aller à l'université, c'est parfait. Mais ce qu'on veut, c'est qu'ils puissent revenir avec des jobs de qualité, puis encore une fois, qu'ils puissent se réaliser, parce que chez nous, en région, on peut avoir accès encore aujourd'hui à des maisons à un prix qui est quand même raisonnable lorsqu'on se compare à Montréal, Vancouver et Toronto. On a des beaux milieux de vie qu'il faut protéger puis qu'il faut développer. Donc, moi, j'ai beaucoup d'optimisme et beaucoup d'espoir. J'ai 4 jeunes garçons. J'ai un commentaire à faire qui va Monsieur faire Massé, mal parce les prix que, étaient bons depuis personnellement, les là, 10 dernières années aussi. Là. On est dans les régions où l'accès à la propriété est le plus facile. Tout à fait, tout à fait. Puis c'est ce que je dis. Donc, il faut s'assurer que nos jeunes puissent profiter de ces opportunités-là. On aura des programmes, justement, pour pouvoir les aider à faire l'acquisition de la première propriété. Là, M. Maltais, si vous me permettez, Juste un instant, on parle Madame- de jeunesse. Madame- Bien, c'est Madame ça, Claude c'est ça avait- que j'allais dire. On a ici une belle jeunesse qui est là, qui est présente au débat. On a les deux hommes qui font un débat entre eux. Ça fait plusieurs fois qu'elles demandent la parole. Moi, je trouve il faudrait mettre
il faudrait que les bottines suivent les babines, puis il faudrait peut-être lui céder la parole. Je vais la Merci. céder avant Je sais que vous. vous alliez le faire, mais là, ça faisait 3 ou 4 fois qu'elle demandait. Bien, moi, ce que je vois en ce moment, c'est 2 hommes qui parlent, qui prennent toute la place. Puis, tu sais, le gouvernement, pas le gouvernement, pardon, le Parti conservateur veut mettre une loi sur les violences conjugales, mais nous, les 2 femmes, on est là, puis on n'a pas énormément eu la chance de parler, là. Donc, c'est un commentaire que je voulais faire. Je vous regarde, puis quand vous levez la main, j'essaie de donner le droit de parole. Ah oui, c'est fou ce que je me suis sentie écouter. Moi, j'ai levé 3-4 fois la main pour parler. Allez-y. Bien, super. Dans le fond, tantôt, vous disiez que le gouvernement libéral avait promis de planter 2 milliards d'arbres, pardon. Eh bien, vous pouvez... c'est une promesse qui n'a pas été tenue, soit, mais le gouvernement conservateur, lui, de son bord, il veut favoriser l'économie comment? Avec le marché du pétrole, qui n'est vraiment pas une économie verte. Donc, c'est un petit peu hypocrite à mon sens, là. Sur les travailleurs, Effectivement. sur la main-d'œuvre étrangère. C'est Pour quoi le votre pétrole, position? ça? Non, votre position sur les travailleurs. Au niveau des travailleurs étrangers, l'immigration, on parle de ce dossier-là. C'est quoi la position du Parti vert? En fait, ce qui était mentionné, c'était, je pense, le fait qu'on a des jeunes, en fait, on n'a pas beaucoup de jeunes et on a beaucoup de personnes aînées. Puis je pense que ça a été mentionné. En fait, les jeunes partent pour étudier. Puis comme moi, j'ai voulu revenir, mais j'ai pas pu parce que, entre autres, il n'y a pas de politique de télétravail. Les grosses villes ont tous les emplois. Et on est obligé de travailler en mode hybride pendant 2 jours par semaine en présentiel dans une ville comme Québec. C'est d'ailleurs pour ça que moi, j'ai déménagé à Québec récemment. Je reviendrai si j'étais députée. Mais il faudrait permettre le télétravail. En fait, ce qu'il faudrait, c'est autoriser le télétravail comme un droit, autoriser le présentiel comme un droit, mais pas le forcer. Puis, en utilisant les bureaux qui vont être vides, créer plus de logements. Je vais vous poser une question. La majorité des entreprises, quand elles recrutent, nous disent qu'il n'y a pas personne qui applique pour venir travailler en région. Vous leur répondez quoi? C'est pas parce qu'il n'y a pas de possibilité, mais ils ne veulent pas venir à travailler en région. Bien, il y a pas... Ça dépend des entreprises. C'est pas tous les secteurs qui engagent. Tu sais, comme moi, personnellement, je travaille en technologie de l'information. Qui engage? Il y a Premier Tech. Il y a possiblement... Moi, j'avais appliqué chez Ressort La Liberté. Il n'y avait pas de département. Bien, ils ne cherchaient pas de personnes dans mon métier. Donc, c'est sûr que j'ai un métier quand même relativement spécialisé, mais c'est un peu le cas de toutes les personnes qui vont à l'université. Donc, les emplois qui sont recherchés, c'est beaucoup des emplois professionnels, je pense. Si je peux, est-ce que je peux compléter sa Oui. réponse? On parlait d'immigration, on parle de jeunes qui ne veulent pas venir en région. Je pense que vous nommez quelque chose qui est super important et qui est vrai. C'est vrai que c'est difficile d'attirer les gens en région. Puis, dans mon domaine, on essaie d'attirer de la main-d'œuvre. Il y en a qui arrivent d'autres régions et de régions souvent de Québec ou de Montréal et qui ne restent pas longtemps. C'est pas facile. Et ça, je pense que c'est un des défis qu'on a dans notre région. Il faut revitaliser nos régions. Je vous parlais tantôt de dévitalisation, puis c'est souvent dans mes propos, dans le cadre de mon travail professionnel. Il faut trouver des moyens d'attirer les jeunes, il faut attirer les jeunes familles, il faut que nos villages, que nos municipalités soient attrayants. Ça nous prend des logements, ça nous prend des maisons, ça prend des logements adaptés qui répondent aux besoins des personnes âgées, qui vont libérer leur maison, qui ne demandent que ça. Il y en a, j'en croise souvent, j'en entends parler souvent. Les personnes aînées qui ont encore de la vitalité, qui ne veulent pas aller s'enterrer, ils veulent être actifs, mais ils ne veulent pas tenir leur maison, entretenir leur terrain, tout ça. Ils voudraient céder leur maison, mais ils voudraient rester dans leur village, dans leur municipalité. Ça prend des logements nouveaux ou il faut adapter les endroits qu'on a, nos églises, nos anciennes écoles qui sont plus utiles pour permettre aux personnes aînées
de déménager dans ces endroits-là qui vont être adaptés à leurs besoins, puis aller chercher des jeunes familles qui vont venir habiter les maisons, qui vont être enfin libres. Puis je pense que c'est un début. Il faut commencer par ça pour revitaliser nos régions. Peut-être qu'éventuellement, quand on aura revitalisé nos régions, on n'aura plus besoin d'autant de travailleurs étrangers temporaires. Mais là, pour l'instant, il faut attirer du monde. Est-ce qu'on leur demande ce qu'ils veulent? À qui? Les jeunes, pourquoi ils ne viennent pas? Est-ce qu'on leur demande pourquoi ils ne viennent pas? Ils ne viennent pas parce qu'ils ne trouvent pas. Quand ils arrivent en région, ils ne trouvent pas tous les services dont ils ont besoin, ils ne trouvent pas les loisirs dont ils ont besoin. Il faut revitaliser, il faut faire de nos milieux des milieux qui sont agréables à vivre. Vous voyez la problématique, c'est vraiment sérieux. Peut-être juste un 30 secondes, moi je l'ai dit. Je suis fier papa de 4 jeunes hommes. Et puis, tu sais, les garçons veulent vivre chez nous. Ils ont des belles opportunités. Donc, mon plus vieux est en CFP, en charpenterie-menuiserie. Donc, il a toujours voulu construire des maisons. Et évidemment, au cours des prochaines années, c'est clair qu'il va y avoir des opportunités importantes avec les investissements qu'on pourra faire et qu'on fera. Mon deuxième veut se lancer au CFP l'année prochaine en électricité. Donc, encore une fois, il y a des belles opportunités, il y a des beaux programmes. On vit dans une région qui est magnifique. Et encore une fois, il faut en faire la promotion, justement, pour permettre à nos jeunes de revenir chez nous et de s'installer, parce qu'on y est super bien. En face du fleuve, c'est extraordinaire. Puis, M. Massé, est-ce que vos enfants veulent s'installer? Bien sûr. Ils veulent s'installer à Rivière-du-Loup? Bien sûr. À Rivière-du-Loup, Saint-Pascal, Saint-Alexandre, peu importe. Moi, je vais les laisser libres de choisir. Puis encore une fois, mon garçon, bien, dès qu'il aura l'opportunité, il va vouloir construire sa propriété. Donc, ils aiment le fleuve, ils aiment notre région. Donc, moi, je suis content. J'espère que ça va se poursuivre et que les deux autres vont embarquer aussi là-dedans. Parce qu'on a tout ce qu'il faut en région pour pouvoir se développer nos jeunes. Si on parle de Rivière-du-Loup, qui est quand même une municipalité où il y a beaucoup d'attrait quand même, c'est quand même très vitalisé. Comment est-ce qu'on peut transposer cette réalité-là quand on habite à Saint-Pamphile ou à Saint-Athanase? Comprenez-vous ma question? Nos jeunes, là, si on veut qu'ils restent aussi dans nos municipalités, quelles sont les solutions à ce moment-là? Bien, c'est un bel exemple. J'étais à Saint-Pamphile la semaine passée, puis je parlais avec le maire, puis je parlais avec les travailleurs qui étaient fiers d'être à Saint-Pamphile parce qu'ils ont du logement abordable, ils ont des infrastructures sportives, ils ont des activités, ils ont des festivals. Et donc, c'est le fun de voir des familles qui s'établissent puis qui peuvent justement s'épanouir dans nos régions. Donc, il y a des exemples comme ça partout. Donc, moi, je suis fier de faire partie de cette région-là parce que je sais que nos enfants vont pouvoir se développer et s'épanouir. Si vous me permettez, je vais intégrer l'autre bloc parce qu'on parle de santé, logement et troisième âge. Vous voulez parler de logement? On est conséquent. Allez-y. On va commencer. Monsieur Généreux, par si vous. vous me permettez, bien, on a effectivement, puis je suis d'accord avec mes collègues ici, moi je dis qu'on a le plus beau comté au Canada. Là, je me fais un devoir de le dire à toutes les fois que je rencontre mes collègues à Ottawa. On a effectivement une extraordinaire région. C'est vrai aussi également que ça demeure malgré tout abordable dans certaines municipalités d'être capable d'acheter des maisons en bas de 200 000 parce que la majorité des maisons sont en haut de 200 000. Des maisons, j'entends, des bonnes maisons. Maintenant, Diane faisait référence aux personnes âgées qui veulent aller en foyer ou en tout cas en maison d'hébergement quelconque. Puis oui, effectivement, la transformation des églises et des solutions potentielles. C'est des éléments, par contre, avec les coûts de construction aujourd'hui qui sont extrêmement dispendieux. Je pense qu'on se doit d'encourager les organismes à but non lucratif. Le problème qu'ils ont vécu pour plusieurs, parce que j'ai été impliqué dans plusieurs, essayer de faire accélérer l'émission des permis pour être capable. À Rivière-du-Loup, l'ancien presbytère de Saint-Patrice, je me semble que c'est Saint-Patrice, ça a pris 12 ans avant d'avoir le permis de construction. Alors, toutes les étapes de ça, il faut absolument qu'on diminue toutes les réglementations qui existent avec toutes les demandes de permis. C'est bon pour ça, c'est bon pour l'énergie, c'est bon pour les constructions de maisons. Il faut absolument être capable de devenir beaucoup plus agile actuellement au Canada parce que c'est véritablement un problème. Ce n'est pas le manque de volonté dans les milieux qu'il y a. Les gens sont là, les gens veulent rester dans vos milieux, tu as tout à fait raison. Et avec raison, les gens sont enracinés, puis ils veulent rester chez eux, dans leur milieu d'origine, souvent ou autour d'eux. Mais c'est tellement dispendieux. Puis je prends le cas de Sainte-Euphémie. Non, pas Sainte-Euphémie, c'est... le nom va m'échapper. Il y en a 79. Mais il y a la transformation potentielle d'une église pour mettre des logements. Bien, il y a une confrontation au sein du conseil municipal. C'est pas évident non plus d'être capable d'aider ces gens-là. Je pense qu'on doit regarder tout le monde vers l'avant. Puis en attendant qu'on puisse faire des logements, on peut utiliser, par exemple, les églises à d'autres fins pour améliorer la qualité de vie des gens autour. Par d'ailleurs, Sainte-Louise vient d'être vendue à un groupe privé. Ils vont faire toute une série d'actions à l'intérieur de l'Église. Donc, je pense que la vitalité des milieux, elle est présente.
Et il faut les encourager. Il faut surtout, là, donner des subventions non remboursables à ces gens-là pour être capable de progresser rapidement pour garder les gens dans leur milieu. Il y a quand même une situation. On parle des gens de la place, le sentiment d'appartenance à leur milieu. C'est plus facile de les garder dans leur environnement Totalement. que quelqu'un qu'on va aller chercher à l'extérieur où vous dites, on fait comment pour avoir une rétention, les garder chez nous. C'est des réalités qui sont différentes. Ben, l'autre élément, c'est que ça... Madame, L'autre élément, c'est que ça... votre minute est passée. Madame... Pas juste. Oui, je vais vous en nommer un exemple. Je ne connais pas l'exemple que tu voulais, dont tu voulais faire mention. Sainte-Félicité. OK, bon, Sainte-Félicité, je connais bien. Moi, je vais parler, c'est pas très loin, Saint-Adalbert. Oui. Il y a un autre projet Absolument. de ce type-là, c'est ça. À Saint-Adalbert, il y a un ancien couvent que la communauté voudrait modifier pour en faire des logements pour les personnes âgées. Les personnes âgées sont prêtes à céder leur maison s'ils ont des logements qui sont neufs, qui sont agréables à habiter. Construire cette maison-là, modifier là, le couvent, là, ça coûte 5,5 millions à peu près. C'est très, très difficile d'aller chercher les sous. Ce qu'on s'est fait répondre par des ministères, je nommerai pas personne, c'est, écoutez, allez vers le privé, demandez au privé de faire les travaux. Mais quand on a, disons, 600 personnes dans un village, dans une municipalité, on ne peut pas augmenter les taxes à l'infini pour pouvoir se payer ces types d'habitations-là. Donc, il faut trouver des moyens différents, il faut se donner la main. Moi, ce que je propose, c'est de travailler en comité, en collégialité, avec les provinces, avec les autres ministères, avec les gens de la communauté, pour pouvoir trouver des solutions ensemble, puis aller cogner à toutes les portes possibles pour aller chercher les sous dont on a besoin. La vitalité de nos petites municipalités en dépend. Puis Sainte-Félicité, tu as tout à fait raison, il y a aussi un enjeu. À un moment donné, on ne complique pas trop le système municipal, provincial, fédéral. À un moment donné, les responsabilités ne sont pas trop partagées qu'à un moment donné, on n'en arrive à rien. Tout à fait. Ouais, lorsqu'on veut construire, on est en mesure de pouvoir construire. Oui, il y a des processus administratifs, puis c'est important de le faire parce que, à quelque part, il faut s'assurer que notre maison et notre logement est logé au bon endroit, qu'il y a le bon zonage. Donc, moi, je fais confiance aux municipalités pour établir les bons règlements. Mais nous, on s'est engagé, évidemment, au cours des derniers jours, à investir plus de 25 milliards de dollars pour s'assurer qu'on puisse construire des logements. L'enjeu auquel on fait face en région, malgré le fait que nos propriétés sont moins dispendieuses qu'ailleurs au Canada, on en manque. Le taux d'inoccupation est très, très faible. Donc, on s'est engagé à construire plus de 500 000 logements par année avec cette enveloppe de 25 milliards de dollars-là. J'ai rencontré toutes les entreprises qui fabriquent des maisons usinées, mais c'est ça, il faut que nos entreprises puissent tirer profit de cette opportunité-là, de ce programme-là, moderniser, continuer de moderniser leur entreprise pour être encore plus productive, pour justement faire diminuer le coût de production, pour qu'ultimement, ces logements-là, ces habitations-là, soient le moins cher possible pour être accessibles par, justement, des jeunes qui veulent pouvoir s'établir en région ou des personnes aînées qui souhaitent pouvoir, par exemple, quitter leur propriété pour aller dans une résidence ou dans un appartement où ils auront moins de responsabilités avec le déneigement, la tonte de la pelouse et tout et tout. Donc, encore une fois, c'est le type d'engagement qu'on a pris justement pour être capable de faire face à cette pénurie de logements-là, pour qu'au cours des prochaines années, on ait encore une fois des logements disponibles dans l'ensemble de nos régions, dans l'ensemble de nos municipalités. Madame Claude? Au Parti vert, on veut... en fait, c'est parce que il y a beaucoup de surenchérissement, peut-être moins dans le coin, là, mais sur les logements. Dans le fond, les logements montent, puis les maisons, ils se vendent toujours plus cher. Puis nous, ce qu'on voudrait, c'est... Excusez. On voudrait que les logements abordables qui sont construits, parce qu'en ce moment, les logements abordables sont construits selon le taux actuel du marché des maisons qui se vendent. Donc, ça crée des logements qui ne sont pas si abordables que ça, puis que les familles ne peuvent pas se payer. Donc, nous, ce qu'on voudrait, c'est que quand on met une enveloppe pour un logement spécifiquement abordable avec des subventions et tout, que ça reste abordable, puis que les prix demeurent plus au cost, au coût coûtant, prix coûtant, que la valeur du marché.
Je comprends que l'offre et la demande créent à un moment donné une surenchère considérant qu'il n'y en a pas assez. Puis c'est plus difficile à ce moment-là pour les jeunes familles d'avoir accès à la propriété. Exactement. Si je peux me permettre, l'offre et la demande, oui, c'est important, mais encore une fois, la pénurie de main-d'œuvre, la difficulté d'avoir accès à des entrepreneurs aujourd'hui. Donc, lorsqu'on veut faire construire une maison, c'est difficile. Lorsqu'on veut avoir accès à un entrepreneur pour construire une nouvelle propriété, bien, ces gens-là, présentement, ont les mains pleines. Pourquoi? Parce que déjà, ils ont de la difficulté à trouver de la main-d'œuvre qualifiée. Donc, c'est un autre défi qui fait en sorte qu'évidemment, il y a des prix qui sont à la hausse. Donc, encore une fois, c'est justement être capable d'aider nos jeunes à avoir la bonne formation, aider nos entreprises à retenir puis faire preuve d'attractivité justement pour avoir de la relève à l'intérieur de leurs entreprises. Et c'est comme ça, et je le disais tout à l'heure, avec nos industriels, pouvoir justement arriver à un taux de productivité plus élevé qui va faire diminuer, on l'espère, les coûts de production pour que ça soit encore plus accessible. Écoutez, vous avez tellement argumenté qu'on a vu. Le temps a déjà été écoulé. Je vais vous donner 90 secondes, tout le monde, mais il y a un élément qui est important, par contre, dans la période de questions que j'aurais aimé. Ici, il y a un gros projet, la salle culturelle, à un moment donné, puis quelque part, on évalue à plus de 30, peut-être autour de 30,5 millions actuellement les investissements. Il y a une demande qui a été déposée au niveau de Patrimoine Canada. Au moins, M. le Généreux, vous devez être au courant, mais cette fois-là, je vais vous faire parler en dernier. Fait que dans votre minute de 90 secondes, j'aimerais qu'on soit capable, juste une petite ligne sur ce projet-là, puis me dire, bien, pourquoi je voterais pour toi? Pour ce projet-là, je te dirais que le Parti vert n'a pas nécessairement une ligne sur la culture, mais c'est sûr que ça aiderait à attirer les jeunes en région, effectivement, puis c'est un excellent projet. Puis pourquoi je voterais? Pour terminer, votre dernière prise de parole, pourquoi je voterais pour Alexis Plourde? Parce que je veux représenter la population, puis dans le fond, en fait, je la représenterais de fait parce que avec toutes les conditions que j'ai mentionnées au début, puis tout. Puis moi, je suis une personne très rêveuse. Je veux améliorer les choses, je veux éliminer la souffrance, puis je veux être une source d'inspiration. Merci. Pourquoi je voterais pour Rémi Massé? Bien, si les électeurs veulent de quelqu'un qui est engagé, quelqu'un qui est passionné par son travail, quelqu'un qui est là pour assurer le développement économique de la région, quelqu'un qui a une feuille de route, qui a de l'expérience, qui a de l'expertise, qui a été député, qui a joué différents rôles dans la région et à l'extérieur, évidemment, de la région. Donc, les gens vont pouvoir compter sur quelqu'un qui est justement passionné et engagé. Et le projet dont vous faisiez mention, moi, j'ai eu la chance de jaser avec les gestionnaires du projet. Et puis, je peux vous assurer que je vais suivre le projet avec Patrimoine Canada pour s'assurer qu'on puisse avoir les fonds nécessaires pour développer ce projet-là ici à Montmagny. Merci. Pourquoi je voterais pour Diane Sénécal? Bien, je vais commencer par répondre, par parler de la salle culturelle. Donc, je voudrais juste appuyer, dans le fond, il faut des investissements, il faut que Patrimoine Canada, il faut que des investissements soient mis pour permettre le développement de ce projet-là, qui est un super beau projet. Et la culture, c'est le cœur du Québec. La culture, c'est le cœur de ce que nous sommes. La culture, c'est ce que promeut, entre autres choses, le Bloc québécois, bien évidemment, parce que ce que veut le Bloc québécois, c'est assurer les intérêts du Québec, défendre les intérêts du Québec, mettre en valeur la langue et la culture. On n'a pas eu le temps assez d'en parler, je trouve, lors de ce débat-ci. On aura d'autres occasions pour en débattre. Pourquoi voter pour le Bloc québécois? Pourquoi voter pour moi? Je suis une personne vraie, authentique. Je suis une personne qui veut vraiment représenter les intérêts de sa communauté. Je ne cherche pas le pouvoir. Ce que je veux, c'est aller à Ottawa défendre les intérêts de mes concitoyens. Le Bloc québécois ne fait que ça, défendre les intérêts de ses concitoyens. Merci. Monsieur Généreux. Représenter une population est un privilège inouï. Je le fais depuis 11 ans avec une grande passion, je pense, et la population me l'a, on va dire, accordé à 5 reprises, en fait 4 reprises, peut-être une 5e maintenant. C'est un métier que j'adore. C'est un travail très exigeant et je pense qu'avoir la santé pour le faire. Et on a parlé tantôt des milieux, comment on peut attirer des jeunes, comment attirer des familles. Le problème de Montmagny, particulièrement ici, c'est qu'on est près de Lévis, on est à 25 minutes de Lévis, ce qui fait que plusieurs familles ont décidé littéralement de partir parce qu'on n'a pas de
ces installations actuelles. Là, il y a un projet qui a été annoncé. Évidemment que je vais faire les représentations nécessaires pour aller chercher le maximum, parce que le projet est évalué à, en tout cas, 9 millions au niveau du fédéral, ce qui serait une première de Patrimoine Canada de donner un montant aussi important pour un projet comme celui-là, parce que ça représente près du tiers du montant. Donc, je ne suis pas certain qu'on ira chercher ce montant-là jusqu'à 9 millions, mais je pense que Patrimoine Canada doit être partenaire de ce projet-là et de continuer à aussi aller chercher de l'argent dans la communauté. Même s'il y a déjà un grand bout de fait, je pense qu'on est capable de le faire aussi au niveau de la culture. Alors à tous, bonne fête de campagne. Merci de votre participation. Merci. Merci beaucoup. Merci.